Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons faire un point sur les évolutions en matière d'épargne salariale avant l'entrée en vigueur ou en tout cas en janvier 2025 de la loi partage de la valeur. Nous allons revenir sur les différents décrets qui ont été publiés à fin juin, début juillet sur le sujet. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts, deux invités du sujet. François Dillmann tout d'abord. Bonjour François Dillmann. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes directeur du développement épargne chez Malakoff Humanis Epsens et nous avons le plaisir d'accueillir à vos côtés également Simon Fabre. Bonjour Simon Fabre. Bonjour Nicolas. Vous êtes président et fondateur de Roseau Patrimoine. Alors on a intitulé cette émission Loi partage de la valeur, première étape. C'est pas tout à fait une première étape, il y en a eu plusieurs des étapes, mais on aurait même plutôt dû dire dernière étape avant janvier 2025. Mais ça nous donne quand même un certain nombre d'informations supplémentaires. Deux décrets ont été publiés, l'un au 30 juin, l'autre le 6 juillet au journal officiel. Et ils nous disent un certain nombre de choses. Je commence avec le moins important, si je puis dire, ou en tout cas les petites évolutions qui concernent notamment les nouveaux cas de déblocage anticipé. Je ne sais pas si on peut en dire un petit mot, François Dillmann. 3 nouveaux cas de déblocage anticipé pour inciter toujours plus à placer de l'argent sur des plans d'épargne entreprise. Alors exactement, donc juste en préambule sur ces nouveaux cas de déblocage, on en a eu toute une série, fut un temps, je vous souvenez, il y avait les Sarkozettes, les Baladurettes, enfin ils ont beaucoup de noms. Ça n'a jamais été massivement utilisé. Donc je ne pense pas que ces 3 nouveaux cas de déblocage voient un succès massif. Néanmoins, donc il y en a 3, c'est le proche aidant, donc les frais liés à l'aide d'un proche qui est malade ou qui aurait besoin d'être aidé. La rénovation énergétique du logement, résidence principale, donc là aussi, donc mise aux normes et rénovation énergétique. Et enfin, l'acquisition d'un véhicule propre. Donc alors on a eu les décrets d'application, c'est la voiture, scooter. Et le vélo est aussi concerné. D'accord. Donc ça, je pense que ça peut avoir un petit peu plus de succès au vu du succès actuel de tout ce que sont les véhicules électriques pour débloquer son épargne. Mais juste une petite remarque, c'est que la durée de détention moyenne de cette épargne salariale et retraite est d'aujourd'hui de 10 ans, ce sont les chiffres AFG. Donc c'est vrai que les salariés ne l'utilisent pas nécessairement chaque fois qu'il y a un cas de déblocage, mais ont vraiment une volonté d'épargne retraite et d'épargne moyen terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, en fait, on a ces cas de déblocage anticipés toujours plus nombreux pour inciter, mais quelque part derrière, on ne les utilise pas ou pas tout le temps. On s'aperçoit que les salariés ne n'utilisent pas tant que ça. D'accord. C'est notamment lié à une chose, c'est que cette épargne est en année glissante. Donc quand ils regardent leur relevé de compte, ils n'ont pas 5 000 ou 10 000 euros finalement de disponibles. Ils vont avoir une partie de disponible, une partie de bloquée sur 2, 3 ans, 4 ans et 5 ans, et une partie bloquée jusqu'à la retraite. Donc c'est pas évident de se dire je récupère tout pour aller acheter quelque chose. C'est pas aussi simple que ça. Donc ce qui fait que cette épargne est relativement pérenne. La plupart des encours ont passé la durée de blocage de 5 ans, mais restent investis sur les fonds aujourd'hui. Simon Fabre, 3 nouveaux cas de déblocage anticipé. Effectivement, on pourrait voir ça comme une information mineure par rapport à ceux qui existent. Et pour autant, ça donne déjà plus de raisons d'aller sur des dispositifs d'épargne salariale. Et puis ça donne quelques informations supplémentaires sur la volonté du gouvernement vis-à-vis de l'usage de cette épargne salariale, puisqu'on parle de rénovation énergétique ou on parle d'achat de véhicules propres. Donc il y a cette idée d'aller orienter quand même sur une décarbonation de l'économie. C'est tout à fait ça. Il y a quand même... Il faut le replacer, ces décrets qui viennent d'être publiés, il faut les replacer dans le contexte de la loi initiale qui date de la fin d'année 2023. Les différents décrets ont ensuite été mis en œuvre, mais il y a une vraie volonté d'impacter l'épargne des Français, notamment sur ces supports retraite qui sont encore pas forcément si développés que ça, puisqu'il faut quand même remettre aussi dans le contexte de cette future application. On parlait du 1er janvier 2025, puisque maintenant, il va y avoir une application, ou en tout cas un recours au partage de la valeur, et donc à la participation, à l'intéressement, au plan d'épargne entreprise, ou à n'importe quel autre dispositif qui va être beaucoup plus large. Bien sûr. Les entreprises, dès lors qu'elles ont plus de 11 salariés sur plusieurs années, qu'elles ont réalisé également un résultat taxable, un bénéfice taxable représentant au moins 1% de leur chiffre d'affaires sur au moins 3 ans, vont être concernés par cette nécessité, ce besoin de partager la valeur avec
les salariés et ceux qui participent à sa création. Et donc, dans cette logique, il y a effectivement l'autre décret qui vient maintenant donner la liste des différents labels et des différents supports qui devront à minima être proposés par les... Là, vous parlez du décret du 30 juin. Donc là, il y avait le premier décret sur les cas de déblocage anticipé et d'autres petites évolutions. Et il y a ce deuxième décret qui précise quels sont les labels verts qui devront figurer dans les plans d'épargne salariale. Exactement. Donc ces labels ont été identifiés maintenant par le biais du décret. C'est des labels qui, pour ceux qui suivent ce type d'investissement, sont quand même bien connus puisqu'on n'a pas réinventé la roue. Pour les citer rapidement, c'est le label ISR, le France Finance Verte, le label Relance, le label Finansol et le label CIES qui donc doivent permettre... Comité intersyndical de l'épargne salariale. Exactement, ouais. Qui est beaucoup plus simple une fois qu'on le traduit, merci, et qui donc permet d'avoir un impact et chaque opérateur devra proposer au moins un fonds sur lequel les épargnants pourront investir. Ça a un impact pour vous, François Dillmann, enfin pour Malakoff Humanis Sepsens. Est-ce que ça clarifie un petit peu un sujet qui jusqu'alors nécessitait clarification? Est-ce que ça vous permet de mieux vous préparer avant début 2025? Alors c'était déjà un gros sujet. L'ISR, l'investissement socialement responsable, est porté par tous ces sujets. Et l'épargne salariale, les partenaires sociaux sont très impliqués. Donc vous avez parlé du CIES, le comité intersyndical de l'épargne salariale. Les syndicats au niveau national se sont réunis pour donner ou non un label à une société de gestion. Donc, en règle générale, dans la plupart des plans, il existe déjà ces fonds. D'accord. Mais néanmoins, on a quand même une lecture importante à faire, de regarder sur l'ensemble de nos clients. En France, on parle de centaines de milliers de clients sur ces sujets d'épargne salariale, d'épargne de retraite, sur les principaux acteurs du marché, pour s'assurer qu'il existe un fonds qui fait partie des labels. Et si ce n'est pas le cas, il y en aura des nouveaux à proposer. Ce qui est bien, c'est que ça ouvre à la discussion sur ces dispositifs, à la fois avec les entreprises et les employeurs, à la fois avec les partenaires sociaux, pour jeter un œil effectivement sur l'allocation d'actifs des fonds qui sont proposés et rééquilibrer ça. C'est toujours sain de faire ce genre de constat et de regard. Parce que ça veut dire qu'après, chaque entreprise pourra décider quels sont les supports proposés à ses salariés et devra forcément intégrer un fonds responsable ou durable dans les supports proposés aux salariés. Tout à fait. C'est déjà le cas. Donc aujourd'hui, une entreprise, elle choisit son dispositif, sauf sur le bas du segment, les petites entreprises. Vous avez des dispositifs aux entreprises de 1 à 10 salariés, aujourd'hui de 11 à 50, la fameuse obligation de la PPV. Donc ça, la loi aujourd'hui, à partir du 1er janvier, toutes les entreprises de 11 à 50 vont devoir proposer un dispositif. Tu l'as très bien cité, participation, intéressement, PPV et ou abondement sur un PE et ou un PER. Donc ça, c'est une chose. En revanche, toutes les grandes entreprises, enfin les plus grandes entreprises aujourd'hui qui étaient soumises, vont devoir réintégrer ces fonds et se reposer cette question. Simon Fabre, en matière de gestion de patrimoine, est-ce que ça a une incidence? C'est vrai qu'on est... L'épargne salariale, ça fait 4 ans qu'on en parle maintenant sur Smart Patrimoine. Ça existe depuis beaucoup plus longtemps, mais on n'existe que depuis 4 ans. C'est un sujet dont on a l'impression qui est toujours amené avec l'idée d'une complexité pour les entreprises et donc pour les salariés. Est-ce que là, la clarification va permettre potentiellement une intégration plus facile dans la gestion de son patrimoine? Alors, est-ce que c'est les professionnels et mes homologues qui souhaitaient le rendre compliqué ou est-ce que c'est le dispositif lui-même qui est un peu compliqué? C'est certainement un peu des deux. Aujourd'hui, il est indispensable, et c'est notamment ce qu'on fait chez Roseau Patrimoine, d'intégrer ces dispositifs d'épargne qui, comme c'était précisé, ont vraiment une vision en règle générale long terme, donc avec une exposition au risque qui lui est propre. Et donc, ne pas intégrer ces actifs, même s'ils sont en année glissante et sur lesquels le gestionnaire de patrimoine, votre conseiller, aura peut-être un peu moins la main directement, c'est une erreur. Parce que justement, sur vos autres actifs, vous allez pouvoir gérer différemment, prendre des positions sur des fonds justement ISR ou pas, diversifier vos investissements. Et donc, oui, il est indispensable aujourd'hui que tous les professionnels, mais aussi les clients, s'intéressent à cette nouvelle épargne financière, puisqu'elle a aussi un certain nombre d'intérêts
en cas de déblocage anticipé ou au moment de la retraite, parce que si on est sur des dispositifs plutôt d'épargne retraite, Bien sûr, on va pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux et donc augmenter sa capacité d'épargne, puisqu'on bénéficie d'une déduction, d'une réduction sur sa base imposable, et donc forcément d'une manne financière un peu plus importante, même si évidemment avec ce sera retaxé à la sortie. un système qui donne l'impression d'être assez vertueux. D'un côté, on partage la valeur de l'entreprise quand l'entreprise le permet, et de l'autre, ça permet d'aller financer le long terme et donc la retraite. Tout à fait. Alors je pense que on a loupé une étape en 2019 lorsque il y a eu la réforme de la loi Pacte, les projets de réforme de la retraite. L'idée, c'était, je pense, d'intégrer vraiment cette nouvelle motivation, cette nouvelle façon d'épargner sur ces plans. La pédagogie n'a peut-être pas été bien réussie. Il y avait un contexte politique qui, à l'époque, était déjà un petit peu tendu. Et donc, la communication ne s'est pas forcément bien faite. Mais effectivement, il faut appuyer sur cette épargne de long terme, encore une fois, parce que même si, et c'était le sujet d'aujourd'hui, il y a des cas de déblocage, ça reste des cas sur des montants. On parle d'une voiture, on parle d'un vélo électrique qui sont encadrés. Et donc, évidemment, le but, c'est d'avoir une épargne beaucoup plus long terme. François Dillmann, c'est une question qu'on doit vous poser régulièrement, mais les entreprises sont-elles prêtes pour janvier 2025 ? Oui, sur ces sujets, bien sûr, elles sont prêtes aujourd'hui. Alors, on a nous, comme le reste du marché, mais au vu de notre positionnement sur le marché en épargne salariale et épargne retraite, nous, on a fait tout le travail nécessaire et toute la communication. Elles sont prêtes. Est-ce qu'elles auront envie de le mettre en place rapidement ou avec un peu plus de délai ? La loi ne précise pas si elles auraient des pénalités en fonction de la date de mise en place. D'accord. En l'occurrence, tout est mis en œuvre pour les accompagner. Les gros réseaux, les gros assureurs se sont préparés sur ces sujets. Avec un enjeu, alors on en parlait, on a pas mal parlé d'épargne salariale, mais aussi d'épargne retraite. Bien sûr. Le gros enjeu, on en a parlé, avec la déductibilité fiscale à l'entrée. Donc il faut qu'on accompagne les entreprises avec de la pédagogie, mais aussi les épargnants, parce que c'est eux qui vont être la clé des succès des dispositifs, s'ils versent ou pas. Donc ils ont cette fameuse déductibilité. Oui, il ne suffit pas que les entreprises se préparent, il faut aussi que derrière ce soit utilisé. Voilà. Et là-dessus, c'est un véritable enjeu. Et ce sur quoi nous, Malakoff Humanis, on travaille aujourd'hui fortement, c'est sur les frais de ces sujets, parce qu'on s'est aperçu que c'est bien de mettre en place... Alors, vous avez le PER qui s'appelle PERIN à titre individuel, PERO avec cotisation obligatoire, etc., PERECO quand c'est collectif dans l'entreprise. Mais néanmoins, si vous avez un empilement de frais, ce qui a été un travers de l'épargne retraite ces dernières années, ça peut être compliqué. Donc, on a en même temps que la loi PPV, la loi Industrie Verte, qui a un regard important et aiguisé sur ces sujets, donc beaucoup plus de transparence sur les frais, ça veut dire beaucoup plus de performance sur les fonds. Et là aussi, en matière de gestion d'actifs, il y a un vrai travail à faire pour s'entourer d'un bon gestionnaire d'actifs, parce que vous avez des fonds actions sur du long terme, très long terme, on parle d'épargne en tête qui vont être bons et d'autres moins bons sur le marché. Donc il faut être vigilant là-dessus. Simon Fabre, très rapidement, en tant qu'épargnant, il faut se préparer du coup à janvier 2025 ? Il faut se préparer en étant bien accompagné et effectivement en définissant vraiment sa stratégie d'investissement pour du très long terme, de la retraite, pour des opérations un peu plus moyen terme et pourquoi pas évidemment utiliser les cas de déblocage, notamment la rénovation énergétique de sa résidence principale ou l'acquisition d'un véhicule électrique quand on est sur de la participation, puisque ces nouveaux cas de déblocage, évidemment, on le rappelle, concernent uniquement la participation et les plans d'épargne entreprise. Merci messieurs, merci Simon Fabre, président fondateur de Roseau Patrimoine, merci François Dillmann, directeur du développement épargne chez Malakoff Humanis et Psens. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.